Bon, on l'a vu, on va aller ailleurs. L'administration de notre ami à tous, Donald Trump, à travers le ministre de la Sécurité intérieure, a révoqué la certification de Harvard qui lui permet d'accueillir des étudiants étrangers. On parle de 6 700, à peu près 27 des effectifs. Normand Cornett est avec nous, historien en sciences des religions. Monsieur Cornett, bonjour. Bonjour. How are you? Très bien, merci. Bon, parfait. Dites-nous, vous avez enseigné à Berkeley, vous? Non, je suis un ancien de l'Université de Vous Californie avez étudié à Berkeley, OK. Oui, parce que là, en 72, vous étiez trop jeune pour enseigner. Ouais. Et vous avez fait du trouble à l'époque. Non, j'étais sage. Ça brassait dans les universités. Ici, là, oui. Ouais. Ah oui, ici. Mais les universités américaines, juste pour avoir une image, c'est un endroit où on brasse des idées depuis toujours. Ça l'était. La question actuelle... Ça l'était. Ça l'était. C'est que la question monétaire est devenue la plaque tournante. C'est-à-dire? Le financement durable d'une université, et Trump en est très conscient. Vous parliez des étudiants internationaux à Harvard. Eh bien, il compte pour 20% du revenu. Chaque étudiant étranger à Harvard doit payer 102 milliers de dollars en frais de scolarité par année. Aïe, aïe. Et les étudiants internationaux comptent pour 27,2% des inscriptions. Alors, quand Trump, il dit non, c'est fini, eh bien là, on vient de faire un coup à Harvard University. Pourquoi Trump s'en prend aux universités américaines, en particulier à Harvard? Les universités, les élites comme Harvard, ce sont des forteresses des idées libérales, progressives et en quelque sorte des modèles intellectuels de la diversité, de l'équité et de l'inclusion. Ce qu'on appelle les woke. Oui. Ah donc il y a là... il y a là un engagement de sa part. Il va s'adresser, mais il va s'y prendre de façon très concrète, très pratique. C'est par l'argent. Oui. Est-ce que c'est... Parce que là, on parle de... Trump a gelé 2,2 milliards de dollars en subventions fédérales et menace de révoquer l'exemption fiscale de Harvard. C'est énorme. Est-ce que c'est de l'ingérence inacceptable de la part de l'administration Trump? C'est d'autant plus intéressant cette question puisque, en théorie, Trump et le Parti républicain actuel sont contre l'intervention de l'État. Mais dans son esprit, gardez en tête que 2/3 des revenus des coûts opérationnels de Harvard University proviennent des fonds fédéraux, soit des subventions, soit la recherche, soit encore l'inscription des étudiants étrangers. Donc Trump, en homme d'affaires, dit « Mais puisque c'est moi le bailleur de fonds, je suis un actionnaire avec une grande partie des actions dans Harvard University. J'ai mon mot à dire. Et vous êtes redevable au bailleur de fonds. » Donc, dans son esprit, il est comme l'employeur, il est le patron. Mais il existe la liberté académique. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? C'est un grand principe. Vous pouvez bien crier sur tous les toits la liberté académique, mais si vous êtes sans argent, bonne chance. mais Trump fait ça parce qu'il y a eu des manifestations anti-israéliennes, pro-palestiniennes, même pro-Hamas. Et c'est comme là, on mélange la politique et l'académique. En fait, celui qui contrôle, qui détient les cours de la bourse, eh bien, les idées des universités vont suivre. Ah oui. Il est très terre-à-terre, Donald Trump. Pour lui, c'est un homme d'affaires. Il agit en PDG et il veut que vous soyez redevable au fonds qu'on vous octroie. Donc, Normand, ce que vous nous dites, c'est money talks. L'argent règne, y compris sur le campus universitaire des universités élites. Regardez ce qui s'est passé avec Columbia University, avec University of Pennsylvania. On parle du Ivy League. C'est incontournable et toutes ces universités ont le défi d'un financement durable. Oui. Quand vous dites regarder Columbia University, qu'est-ce qu'on doit regarder? Qu'est-ce qu'on doit savoir? Dans le cas de... Et c'est là, en tant qu'intellectuels, les érudits, les chercheurs, les professeurs, les universitaires se posent la question, mais
est-ce que c'est au point que Trump risque de déterminer le cursus? Et c'est ce qu'il fait dans le cas de Columbia University avec le département des études du Moyen-Orient. Ouais. Vous avez enseigné à l'université ici à Montréal. Oui. Comment vous réagissez comme ancien prof universitaire devant cette situation? La liberté, on ne peut pas apprendre, on ne peut pas penser, on ne peut pas faire de la recherche sans une liberté profonde. Mais on vit dans un monde réel. et donc, ce divorce, cette dichotomie entre les idées qu'on prônait et tous les aspects financiers, monétaires, économiques. Donc, pour Trump, là, c'est le moment, il a l'occasion. Et il faut garder en tête aussi que Donald Trump, son programme, c'est de renverser l'État-providence établi, dans une certaine mesure, par le président Franklin Roosevelt. D'ailleurs, depuis Reagan, la révolution Reagan, c'était le début du renversement de l'État-providence. L'État se retire du financement de programmes sociaux, de l'éducation, de la santé. À moins que ces organismes soient redevables au gouvernement fédéral. Donc, je vous donne un exemple. On parlait de la révolution Reagan. Mais dans le cas de Donald Trump, moi je parle du tsunami Trump, parce qu'il change tout l'appareil fédéral, tout l'appareil étatique de fond en comble, y compris chaque dollar qu'on donne, vous allez répondre pour cela, tout comme un actionnaire, tout comme un patron. Ouais. Là, Normand Cornett, vous parlez de la real politique, dans le fond, là. Oui. La vraie vie, là. Parce que les universités peuvent bien clamer toutes sortes de liberté d'expression académique, tout ce qu'on veut, mais comme on dit en français, bottom line, là, c'est celui qui fait le chèque, et celui souvent qui décide. Et pour lui, ça c'est la pierre de touche de chaque université. Parce qu'il traite l'université non pas comme une entité intellectuelle, hypothétique, théorique et tout ça, il la traite en entreprise. Et d'ailleurs, je tiens à souligner, on parle tout le temps de Harvard University, mais qui mène Harvard University? Harvard Corporation. Or, il tient Harvard Corporation redevable à l'État fédéral. Ah, ça change l'image. Ce que vous venez de dire, là, Normand, Harvard Université, c'est emblématique, là. Mais Harvard Corporation, ça veut dire ils sont là pour des profits. Oui, et il faut que ça dure. Ils ont une dotation de 53,2 milliards de dollars. Mais ils savent très bien, pour que ça soit durable, il faut pas puiser, il ne faut pas piéger dans ce fonds de retraite, dans ce fonds de pension. Exactement. Wow. Donc, il tient à avoir un revenu constant. Ouais. Et ce revenu constant, dans bien des cas, Harvard University l'admet elle-même que la plupart de l'argent pour toute la recherche, et la recherche médicale, la recherche scientifique, ça vient du gouvernement fédéral. Mais si Harvard, je suis là, Normand, dans ce que vous dites, Harvard veut un revenu constant, c'est au détriment de quoi? Quel est le prix à payer pour ça? Est-ce qu'on est prêt à faire des compromis? Est-ce qu'on est là pour former des travailleurs au lieu de former des intellectuels? Oui, mais dans le cas de Columbia University, eux, ils ont cédé, ils ont accepté. Mais ils ont accepté quoi? Ils ont accepté que le cursus du département des études du Moyen-Orient, et eux, ils ont accepté, beaucoup vont dire, l'ingérence du gouvernement fédéral. Donc, une université comme Harvard, à toute fin pratique, c'est un partenariat privé-public. Mais il ne traite pas Harvard comme une institution publique, donc hors atteinte. On ne peut pas y porter atteinte. Au contraire, il va prendre des décisions et ces décisions vont être des décisions conséquentes avec l'investissement qu'il fait. Est-ce que Trump a raison de faire ça pour briser l'espèce de monopole du wokisme et de la gauche et d'avoir des cours où on va donner
la version d'Israël, dans le cas de Gaza, la version de la Palestine, tu sais, d'instruire les gens, de laisser les gens se faire une tête. Mais dans un premier temps, Trump est homme d'affaires. Quelle est la clé de la réussite d'une entreprise? D'avoir le monopole sur le service ou bien la propriété ou les produits. Donc, il se rend compte que là, maintenant, il peut briser ce monopole progressif, libéral, on dit woke, mais il y a 2 décennies, on ne parlait pas woke, on parlait de la rectitude politique. C'est vrai. Donc, Trump, il sait très bien que la façon de s'y prendre, si on veut avoir des résultats concrets, c'est pas l'argent. Donc, il va direct aux sources monétaires de Harvard University, University of Pennsylvania, Columbia University, ainsi de suite. Ouais. Est-ce que les étudiants vont en ressortir moins bien instruits? Je ne crois pas que c'est nécessairement le cas. En théorie, une université va présenter toute la panoplie des idées. Au lieu d'une seule idée, on va éviter une approche réductionniste. Donc, une université en bonne et due forme devrait présenter aussi bien les idées conservatrices que les idées libérales progressistes. Or, cette élite intellectuelle, il est en train de fracturer. Et je vous lance un défi, M. Dutrisac. Vous parliez tout à l'heure avec votre collègue Antoine Robitaille sur les frais d'inscription, frais de scolarité. Dans l'esprit de Donald Trump, un diplôme, c'est un produit. Donc, quand on parle des frais de scolarité de 102 milliers de dollars américains, parce que ça compte les devises, puisqu'il y a autant, eh bien, pour lui, il pense, mais quelle est la valeur marchande de cette éducation? Quelle est la valeur marchande de ce diplôme? Donc, c'est un changement de paradigme. Il va le mettre sur une base fiduciaire, monétaire, économique et de profit. Et la valeur marchande d'un diplôme universitaire d'Harvard est le même diplôme de Concordia ou de McGill. Oui, mais je crois que ça dépend beaucoup de l'investissement des professeurs dans la vie des étudiants et étudiantes. Êtes-vous inquiet? Je me pose énormément de questions. Moi, je suis un ancien de l'Université de Californie à Berkeley. Quand j'y étais, ce qui se passe actuellement était inconcevable. C'est pour cela que je parle du tsunami Trump. Ouais. Est-ce qu'il va gagner? Tant et aussi longtemps qu'il détient les cours de la bourse, oui, il va gagner. Ouais. Mais ça va être temporaire. Le jour où il part, peut-être qu'il y aura une autre politique. Il détient les leviers du pouvoir, il les détient pour 4 ans. Ouais. Et déjà, le paysage judiciaire, puisqu'il a nommé 3 juges à la Cour suprême, lors de son premier mandat, il a nommé plus de 200 juges fédéraux, seul le président peut les nommer. Déjà, on le sait, le paysage judiciaire a changé de façon exponentielle avec Trump, et ça va se passer sur le plan universitaire. Très bien. Un gros merci à Normand Cornett, historien en sciences des religions. Vraiment, c'est fascinant. Avez-vous fumé du pot, vous, à Berkeley? Non. Dites-moi la vérité, là. Je vous dis la vérité. J'aime beaucoup la musique rock and roll. Ouais. En face de Berkeley, vous avez Fillmore West. Et c'est là où j'ai entendu en 69 Carlos Santana. Ah, oui, en vraiment? 69. Oui. Alors, moi, au contraire du président Clinton, qui lui fumait du pot, mais il disait qu'il n'en est jamais aspiré. Quand vous entriez dans le Fillmore West, t'as pas le choix. Vous ne fumez pas, mais vous l'aspirez. Ah ouais, c'est la fumée secondaire. Exactement. Vous avez été victime de l'époque. Normand Cornett, un gros merci. Toujours merci un à vous, M. Dutrisac.